Bonne année à tous et bienvenue dans une nouvelle année de cinéma, séries, jeux vidéo. Et on va commencer avec les actualités de la semaine, techniquement la semaine dernière, mais vu que j'étais parti un peu en vacances et que mon vol a eu 2 jours de retard, je suis à la ramasse, mais je suis là. On va parler de plein de choses. Comme d'habitude, l'objectif de ces vidéos, c'est de vous donner mon avis sur l'actualité. C'est pas juste un listing bête et méchant, ça ne m'intéresse pas et j'ai envie d'avoir votre avis aussi sur l'actualité car je réponds ou en commentaire ou en vidéo. Ne vous inquiétez pas, toutes les vidéos du style les films à voir cette année, les séries, les jeux, toutes ces vidéos un peu classiques sortiront évidemment très vite. Je mettrai tout de même dans la description et dans le commentaire épinglé la liste des actualités, mais je vous incite à vous intéresser à toutes les actus. Mais avant de commencer cette vidéo, j'aimerais remercier le partenaire officiel de celle-ci, CyberGhost VPN et ses 38 millions d'utilisateurs et presque 5 sur 5 sur Trustpilot. Vous les connaissez aujourd'hui, c'est le meilleur moyen de soutenir la chaîne, mais c'est aussi un service utile que j'utilise vraiment tous les jours. Je vous mettrai dans la description et dans le commentaire épinglé des sites internet qui vous permettent de savoir dans quel pays se situe le film que vous voulez regarder. Ensuite, vous changez de pays, que ce soit les États-Unis, le Canada, le Royaume-Uni, l'Italie, la Belgique, la Suisse, pour avoir la VE-STFR et même la VEF dans certains cas pour ceux que ça intéresse. Quelques exemples sur Netflix, vous avez déjà It Ends With Us, Kung Fu Panda 4 et même Emilia Pérez. Sur Prime Video, vous avez Challengers, soit l'un des meilleurs films de l'année dernière. Sur Apple TV+, vous avez Fly Me to the Moon qui est déjà disponible. Sur Disney+, vous avez plein de films comme Deadpool et Wolverine, Vice Versa 2 ou même Alien Romulus. Et sur Max, que vous devez utiliser depuis l'application officielle Max, et si vous avez l'abonnement via MyCanal, vous avez accès à l'application. Ne vous inquiétez pas, parce que c'est la fête, hein. Vous avez Beetlejuice 2, Juré numéro 2, Joker 2, Trap et même Horizon avec Kevin Costner. Pour les gros consommateurs de YouTube, vous avez YouTube Premium pour beaucoup moins cher. Vous savez aujourd'hui les énormes avantages de YouTube Premium que moi j'utilise depuis des années. Et si vous prenez un VPN dans un pays de l'Union Européenne comme la Roumanie ou la Bulgarie où c'est moins cher, vous avez accès à l'abonnement moins cher. Ça fonctionne encore, il y a des tutos qui vous montrent comment le faire même aujourd'hui, ne vous inquiétez pas. Et ça marche aussi sur plein d'autres abonnements comme pour avoir par exemple Letterboxd en moins cher. Vous serez en bien plus grande sécurité avec un VPN que ce soit sur la Wi-Fi de l'université, de l'aéroport, de l'hôtel ou même de chez vous. Vous pouvez partager un compte avec cette personne au total, c'est disponible sur tous vos appareils préférés et c'est super simple d'utilisation. Tout le monde peut le faire en quelques clics sans aucun problème. Vous pouvez essayer par vous-même car vous êtes satisfait ou remboursé sous 45 jours et vous avez une assistance technique en français 24h/7. Utilisez le lien dans la description et dans le commentaire épinglé afin de profiter de 83% de réduction plus 4 mois gratuits. Foncez sur l'offre. Pour commencer cette vidéo, j'ai envie de parler un petit peu de Better Man, qui est le film qui sort ce mois-ci. J'en parlerai évidemment en critique, qui est un biopic musical sur la vie de Robbie Williams. Et Robbie Williams est interprété par un singe en effets spéciaux. Ce n'est pas une blague, c'est vrai. C'est d'ailleurs Weta Digital qui s'occupe des effets spéciaux. C'est pour ça que le singe ressemble beaucoup au singe qu'on a vu dans la planète des singes. Et ils ont fait ce choix artistique pour plusieurs raisons. La première était que c'était un peu différent. Ils voulaient vraiment renouveler la formule du biopic qui est vraiment usée. Et le fait de mettre un singe d'après eux change énormément de choses. Et je pense qu'ils ont raison. J'ai pas encore vu le film évidemment. Et aussi, ils ont dit un truc que je trouvais intéressant par rapport à l'art de manière générale. Ils ont dit que la souffrance animale est souvent plus respectée par les êtres humains dans les films que la souffrance d'un humain. Donc voir un singe qui prend la cocaïne, c'est plus triste que voir un humain qui prend la cocaïne. Et en vrai, il a un petit peu raison. Dans la vraie vie, on a tendance à avoir plus d'empathie pour les humains, mais dans l'art, on a quand même tendance à avoir beaucoup d'empathie pour les animaux. Ce qui est un peu l'inverse dans la vraie vie, parce que dans la vraie vie, on s'en fout un peu des animaux. Genre, tout le monde mange de la viande ou presque. Donc j'ai trouvé que c'était une excuse assez intéressante et j'ai hâte de voir le film. Ensuite, il y a le film Grand Theft Hamlet qui va sortir au cinéma dans certains pays et sur Mubi dans d'autres. Grand Theft Hamlet, c'est une tentative de plusieurs joueurs qui essaient de reproduire Hamlet dans GTA Online avec tous les problèmes qui sont liés. La bande-annonce a été diffusée et c'est assez intéressant, je vais pas vous mentir. Ça a l'air d'être l'histoire de gens qui veulent devenir des artistes dans un jeu vidéo et qui essaient de créer dans GTA Online. Pour tous ceux qui ont joué à GTA Online, vous vous rendez compte à quel point c'est compliqué de créer quoi que ce soit. Il y a plein de gens qui vous mettent dans la merde. Donc là, cette tentative de recréer du Shakespeare ici peut être super intéressante et je suis curieux de voir ça. Vous savez, en ce moment, il y a une série Dexter qui est en pleine diffusion. Je pense que j'en parlerai à la fin de la saison. Et il y a une autre série qui est prévue. Vous savez, il y a Dexter Résurrection qui sera le retour de Michael C. Hall dans le rôle. Et aussi, maintenant a été annoncé une série prequel sur le Trinity Killer, qui est de loin le meilleur antagoniste de la série originale et la meilleure saison de la série. Et bref, la meilleure. Enfin, c'est la saison ultime de Dexter. Un prequel est prévu. Je sais pas à quel point ça m'intéresse honnêtement. Je trouve que Dexter, ils ont tellement forcé depuis la saison 5 que ça m'intéresse plus vraiment. Mais pourquoi pas. Denis Villeneuve a dit qu'il ne voulait pas voir de téléphone lors
lors de ces tournages pour une simple et bonne raison, l'art est quelque chose de collectif et l'acte de présence est important. Et je pense qu'il a un petit peu raison. Je sais qu'il y a beaucoup de temps d'attente durant les prises et que ça prend beaucoup de temps et des choses comme ça, bien sûr, et que plein de gens s'ennuient, mais beaucoup de réalisateurs travaillent comme ça. Les téléphones sont interdits parce que c'est quelque chose dans lequel tu dois être vraiment immergé et tu dois être constamment concentré. Donc ça ne m'étonne pas du tout de sa part. Vous le savez, en ce moment, le tournage du film de Inarritu avec Tom Cruise et plein d'autres acteurs est en cours. Ils ont déjà tourné une partie et vont tourner bientôt la suite et la sortie a été officialisée pour octobre 2026. Je m'attendais à la voir un peu plus tôt, mais j'ai évidemment hâte de voir le film. Pour rappel, ça part de l'histoire de l'homme le plus riche du monde qui prétend sauver l'humanité avant de la détruire. Si on parle de date de sortie, il y en a deux qui ont été inversées. Il y a celle évidemment de Mickey 17 qui devait sortir en avril mais qui au final sortira en mars, même si à la base il devait sortir en 2024 et ensuite en janvier 2025, mais bref voilà, maintenant c'est mars, c'est sûr, parce que la date de sortie a été inversée avec Sinners qui lui devait sortir en mars, mais qui au final sortira en avril, deux films que j'ai très hâte de voir évidemment. Robert Eggers travaille sur son prochain film, il a dit que le scénario de son film The Night est officiellement terminé et il devrait commencer le tournage bientôt, donc j'ai hâte de voir ce qu'il va proposer parce que moi j'ai aimé tous ses films, même si je suis moins fan de son plus récent, j'ai trouvé ça bien quand même, décevant mais bien. L'une des grosses histoires de la semaine, c'est évidemment l'histoire avec Blake Lively et Justin Baldoni, j'en ai parlé il y a quelques semaines, mais grosso modo, lors de la sortie de leur film It Ends With Us, il y a eu énormément de polémiques, ils faisaient leur promotion chacun de leur côté, ils étaient jamais ensemble, bref, on savait qu'il y avait un truc qui clochait. Et il y a 2 semaines, Blake Lively a porté plainte contre lui pour agression sexuelle et dégradation de sa réputation, et de l'autre côté, Justin Baldoni a porté plainte contre Blake Lively. Et au final, vu la campagne marketing très étrange du film qui était clairement raté alors que le film c'est un énorme succès au box-office, je crois que c'est plus de 350 millions pour un budget de 25, on apprend donc que Sony défend Blake Lively. La WME, qui est donc l'agence de management de Blake et de Justin, ont lâché Justin, donc ils travaillent qu'avec Blake. Le syndicat des acteurs a soutenu aussi Blake Lively. D'ailleurs, Justin Baldoni, qui s'est vu récompenser une récompense d'allié des femmes, s'est vu supprimer cette récompense. C'est déjà très bizarre, je trouve, comme acte de donner une récompense à un homme qui est un allié des femmes, mais un autre débat ça. Et même l'agence de relations publiques de Justin a porté plainte contre lui, parce qu'apparemment ils n'ont pas été suffisamment payés, ils ont été virés, et ensuite, Justin a participé avec son agence de relations publiques, qui est la même agence que celle de Johnny Depp, qui avait pour objectif d'entacher le plus possible l'image de Blake Lively. Il y a plein de plaintes de tous les côtés qui ont lieu envers Justin. C'est un peu le même délire qu'avec Johnny Depp et Amber Heard, alors peut-être à un degré différent, on n'a pas encore toute l'histoire, mais lorsque le procès avait commencé, on était tous un peu se dire que voilà, Amber Heard avait abusé, mais plus le procès continuait et avançait, plus on se rendait compte qu'en fait c'était deux fous quoi, disons les choses, deux gens qui allaient pas bien et qu'au début c'était vraiment l'image de Depp qui était préservée parce que son agence à lui a fait tout pour gâcher celle de Heard, mais quand le procès s'est fini, on s'est rendu compte que les deux n'allaient pas bien. Évidemment, Ryan Reynolds a aussi défendu Blake Lively parce qu'apparemment Justin a eu un comportement inadapté lors des scènes de relations amoureuses dans le film, que je n'ai pas vu pour le coup. Il a stalké Blake Lively lors du tournage, il lui a fait des remarques qui étaient grossophobe et horrible de manière générale, alors qu'il y avait des témoins autour, hein. C'est pas des trucs en privé. Mais vous savez, dans ce genre de situation, personne n'ose parler parce que c'est des stars et des choses comme ça. Mais là, c'est bon, elle a décidé d'en parler, elle a décidé d'expliquer tous les comportements toxiques. Apparemment, il a essayé de l'embrasser plusieurs fois lors des répétitions et autres, alors que c'était pas prévu nécessaire. Il écoutait pas toujours les coordinateurs d'intimité qu'il y avait. Bref, c'était un bordel. Il a dépassé les bornes visiblement. On verra bien, mais c'est dur de ne pas croire Blake Lively vu tout ce qui sort. On attendra évidemment les procès pour plus d'informations, mais vu que tout le monde la soutient, vu que ses comportements toxiques à Justin ont été vraiment détaillés, on verra ce que ça donne, mais c'est encore plus ironique lorsque c'est le réalisateur du film en question aussi sur un film qui parle de violence conjugale. Bref, je vous tiendrai au courant, mais voilà, c'était un résumé très rapide de cette histoire. Vous l'avez tous vu, mais la grosse annonce de cette fin d'année, c'était évidemment le prochain film de Christopher Nolan qui a été annoncé. Ça sera donc une adaptation de l'Odyssée. Et oui, l'Odyssée avec Ulysse, évidemment, et c'est intéressant pour plusieurs raisons. Premièrement, on n'a pas vraiment de film sur l'Odyssée qui est considéré comme le film culte à voir sur le sujet. Il y a plein d'adaptations de livres, d'histoires, de faits historiques, ce que vous voulez, qui existent de plein d'événements différents et on sait que c'est genre la version ultime. Réfléchissez à plein d'événements historiques, à plein de personnages historiques, à plein de moments, à plein d'adaptations de livres. Il y a des adaptations cultes qui existent. La majorité des plus grands films de l'histoire sont des adaptations historiques ou de bouquins. Et l'Odyssée, c'est vrai que même s'il y a pas mal de films qui s'inspirent de moments de l'Odyssée, qui s'inspirent du voyage en soi, il n'y a pas ce film ultime en se disant voilà, ça c'est le film sur l'Odyssée que tu dois regarder. Je dis pas qu'il n'y en a pas, encore une fois, ils existent et il y a plein d'adaptations différentes de l'Odyssée, des choses comme ça, mais il n'y a pas ce film ultime, épique, historique sur l'Odyssée. C'est prévu comme le film le plus cher de la carrière de Nolan, ce qui est hyper impressionnant vu qu'il a bossé sur des Batman qui ont coûté très cher. On sait qu'il sortira en juillet 2026, que le tournage va commencer là très rapidement. Le casting, je vous le remets ici. Je me demande qui va jouer Ulysse pour le coup. J'imagine que ça sera donc Matt Damon, même si peut-être il est un peu vieux pour Ulysse, mais je le vois bien porter un film Matt Damon, en tout cas ce genre de film. Je vois moins Tom Holland dans Ulysse.
pour le coup. Même s'il est plus proche de l'âge d'Ulysse dans le bouquin. Je sais pas qui va jouer qui, même si on a des pistes sur qui va jouer Athènes, qui va jouer Circé, qui va jouer Télémaque. Il y a plein de choses qui ont l'air intéressantes. L'Odyssée, c'est un bouquin que tout le monde connaît, je veux dire, vous l'avez tous lu à l'école. Et ça pose plein de questions, tu vois. Qui va composer la musique, qui va faire la photo du film, et qui va s'occuper des effets spéciaux. Parce que s'il prend vraiment l'Odyssée comme l'œuvre épique que c'est, il y a beaucoup d'effets spéciaux. Comment tu vas faire le Cyclope? Est-ce que tu vas le faire en CGI ou en effet pratique? Comment tu vas faire les hydres? Comment tu vas faire les sirènes? Bref, il y a tellement de questions sur qu'est-ce qu'il va adapter, qu'est-ce qu'il va prendre. Mais vu qu'il veut faire son œuvre épique légendaire, je pense que là, il va essayer d'être le plus grandiose possible. On verra bien. Pour l'instant, on le sait pas en réalité. Mais s'il s'attaque à l'Odyssée avec un budget colossal, j'imagine que ce sera ça. Le casting a l'air grandiose. Nolan est vraiment fort, ça on peut dire ce qu'on veut. Je suis très curieux de savoir à quoi va ressembler le film parce qu'on n'a pas vu Nolan vraiment dans le genre de la fantasy. Et c'est cool parce que les films de Nolan marchent surtout par rapport au mystère, sur le scénario, des choses comme ça. Pas tous évidemment, mais beaucoup de ces films. Là, c'est une adaptation de l'œuvre la plus connue de l'histoire après les récits bibliques et même religieux de manière générale. Donc, on va pouvoir se concentrer sur qui va bosser sur le film, où est-ce qu'ils vont le tourner. C'est déjà la bande-annonce que j'attends le plus de ma vie, qui arrivera du coup, j'imagine, début 2026. La hype est au maximum me concernant. J'ai très hâte. Je pense qu'il va faire un grand film. Et 2026, ça annonce déjà pas mal. Quelques actualités box-office avec Sonic 3 qui, au bout d'une semaine, a déjà dépassé les 200 millions au box-office international. Il s'en sort très bien. C'est le plus grand film de Noël lors de sa première semaine, ce qui est bien parce qu'il a battu Mufasa. Certes, Mufasa est à 342 millions au box-office international au moment où je tourne cette vidéo, mais c'est au bout de 2 semaines. Donc Sonic l'a dépassé en deuxième semaine et je pense que Mufasa s'arrêtera autour des 600-700, là où Sonic pourrait peut-être les dépasser. À voir, mais dans tous les cas, c'est intéressant qu'un Disney soit battu dans ce genre de situation. On verra sur le long terme, évidemment. Nosferatu aussi s'en sort très bien avec 50 millions au box-office international lors d'une première semaine aussi, ce qui en fait déjà le plus grand succès de Robert Eggers. Je suis content pour lui, je pensais pas qu'il allait autant marcher, vu le budget de 40 millions, ça sera je pense un bon succès, mais je suis content, voilà, comme ça fera plus de films de sa part, et même si je suis pas un grand fan du film encore une fois, je trouve qu'il mérite son succès. Wicked a dépassé les 650 millions au box-office international, ce qui en fait la comédie musicale qui a rapporté le plus d'argent au box-office de l'histoire, en dépassant Mamma Mia. Je trouve que Mamma Mia est un meilleur film, mais c'est un autre débat ça. Un parfait inconnu ou A Complete Unknown, le biopic sur Bob Dylan, a dépassé les 30 millions au box-office international, ce qui en fait le meilleur lancement de l'histoire de Fox Searchlight. J'ai hâte de voir le film évidemment chez nous fin du mois. Et Craven, avec son budget de 110 millions de dollars, n'a dépassé que les 50 millions après plusieurs semaines au box-office, tellement que le PDG de Sony Pictures a dit qu'il était déçu, que c'était le pire lancement de la boîte depuis 2017 et qu'il ne comprenait pas le flop. Il considère que ce n'est pas un mauvais film, mon œil. Il dit que tous ces films du Sonyverse ont été injustement critiqués, mon œil aussi, bordel, et que tous les projets se font détruire injustement, peu importe s'ils sont bons ou mauvais. Bon, j'arrête de dire mon œil parce que le mec se fout de notre gueule, mais j'espère que ces flops-là vont leur faire comprendre que leur stratégie de faire des films de merde n'était pas bonne, parce que s'ils sortent un film du Sonyverse qui est bon, les gens diront qu'il est bon, ça s'arrête là. Les gens aiment les bons films et iront voir les bons films, d'habitude, normalement. Donc non, le flop est juste clairement mérité, en fait. Faites des bons films, c'est tout. Le tournage de la série Blade Runner 2099 avec Michelle Yeoh, avec Hunter Schafer est officiellement terminé. Peut-être que la série sortira en fin d'année, on verra ce que ça donne. Je suis curieux et à la fois un peu pessimiste concernant cette œuvre. Je sais pas ce que ça peut donner en termes de série télé, mais on verra, évidemment. Marvel réfléchit à sortir un film de cinéma en animation. Ça peut être une bonne idée, s'ils font une vraie animation de cinéma et pas une animation de série télé, parce que beaucoup des séries télé d'animation Marvel sont pas belles du tout. Tout dépend de la qualité et du scénario, évidemment, comme d'habitude. Tim Miller, le réalisateur de Deadpool 1, n'a gagné que 200 000 $ suite à sa participation à Deadpool. Donc c'était le réalisateur, il a bossé des années sur le projet. S'il a bossé 3 ans dessus, disons 200 000 $, c'est pas beaucoup, surtout en Californie. Surtout quand ton film a gagné 700 millions, quoi, minimum au box-office. Donc là, le truc, c'est que le créateur même du film n'a pas été beaucoup payé, ce qui est un petit peu honteux et dommage. J'espère qu'il a été beaucoup plus payé sur les projets qu'il a fait par la suite. Harrison Ford a bel et bien joué Red Hulk, donc le Hulk que vous allez voir en motion capture dans le prochain film, a été bel et bien joué par Harrison Ford, ce qui était un peu étonnant. Il a même fait quelques cascades apparemment. J'aime bien son investissement dans le film parce que ça aurait très bien pu être une doublure et puis basta. Disney, après avoir supprimé l'intrigue sur les personnages trans de la série d'animation Pixar la semaine dernière, je vous avais dit à quel point c'était honteux. Encore une fois, apprendre l'éducation sexuelle aux enfants, c'est important aussi via l'art, et les personnes trans existent et les enfants doivent être au courant. Mais là, le prochain film qui sort sur les ratons laveurs là a aussi subi des coupes. En effet, Disney se dé-wokifie. Ils ont supprimé des éléments qui parlaient d'écologie. Vous avez bien entendu, ils ont supprimé des
des éléments qui étaient écolos. Parce que d'après eux, ça n'a rien à faire dans ce genre de film. Il faudrait leur rappeler que l'un des plus grands succès de l'année, c'est évidemment Le Robot Sauvage, qui était adoré par tout le monde parce que le film est bien et ça parlait d'écologie. Maintenant, même les enfants n'ont pas le droit d'avoir des thématiques écolo. Il y a un moment, il faut arrêter le bordel, mais Disney est en train de se trumpifier, on l'a dit depuis quelques semaines, et c'est extrêmement dangereux, que ce soit pour les enfants ou les autres. On en parlera évidemment lorsqu'il y aura plus d'informations. Mais ce qu'ils sont en train de faire, c'est grave. Ils sont juste en train de jouer la carte conservatrice à mort pour attirer les Trumpistes qui les considèrent comme des woke, et ça, c'est grave, vraiment. Surtout quand tu parles aux enfants. Andor saison 2 a coûté 280 millions de dollars, c'est un énorme budget, autant qu'un film Star Wars. Le total des 2 saisons serait à 645 millions, et ça, c'est de l'argent bien dépensé pour le coup. Pour une fois qu'ils font des œuvres Star Wars qui sont bien, dépenser de l'argent dans ce genre d'œuvre, top. Continuez, mettez de l'argent dans de la qualité. Andor en fait partie. J'ai hâte de voir la saison 2 pour le coup, comme tout le monde, en avril. Et la bande-annonce de Spider-Man en animation a été diffusée, ça sort fin janvier, et non merci. L'animation est tellement laide et dégueulasse que je n'oserais même pas regarder, je pense. On verra bien, mais c'est trop moche. En termes de bande-annonce, chez Netflix, il y a eu la bande-annonce de Zero Day avec Robert De Niro, une série politique qui parle d'un attentat terroriste, visiblement. Ça a l'air vachement bien. J'ai hâte de voir ce que ça va donner, je crois, le 20 février. La bande-annonce aussi de Night Agent saison 2. J'ai pas vu la bande-annonce parce que j'ai pas vu la première saison. Je vais tenter de regarder la première saison là ce mois-ci pour en parler peut-être fin du mois si j'aime bien la première saison, mais ça sort évidemment je crois le 23 ou un truc comme ça. Carry On, que je n'ai pas encore vu mais je vais le regarder, vous inquiétez pas, est le plus grand succès de 2024 pour un film sur Netflix, ce qui est intéressant. Il y a eu des retours assez positifs mine de rien. Squid Game est de loin le plus grand succès de l'histoire des séries Netflix. Il a dépassé tous les records précédents. Ça m'étonne pas, c'était l'une des séries les plus attendues de l'année. Elle était pas mal pour le coup, vous savez, j'en ai parlé sur la chaîne, mais avec plus de 60 millions de viewers. Et la date de sortie de la saison 3 serait aux alentours de juin-juillet, ce qui est une bonne chose d'après moi. Ils n'allaient pas attendre encore un an pour la sortir et ils ont confirmé que David Fincher travaillait bel et bien sur le remake américain, ce qui me rend extrêmement triste. Plein de gens se sont énervés parce que Netflix demande aux scénaristes de décrire via des personnages ce qui se passe dans l'intrigue. Vous le savez, il y a plein de personnages quand vous regardez vos films et surtout vos séries qui vont souvent répéter ce qu'ils doivent faire, comment le faire, des choses comme ça. C'est parce qu'en fait Netflix crée du contenu majoritairement pour que vous regardiez Netflix en étant sur TikTok et votre téléphone de manière générale. C'est pour ça que plein d'œuvres un peu mainstream et un peu nulles répètent constamment ce qui a été dit. Plein de gens se sont énervés, mais la vérité est que c'est un truc qui se fait depuis toujours. Dans les séries télé et surtout les téléfilms, on a toujours demandé aux réals, aux scénaristes de souvent répéter ce qui se passe parce que les gens à la maison, ils ne regardent pas activement des œuvres. C'était le cas à l'époque, c'est encore le cas aujourd'hui. Les gens quand ils regardent la télé, ils font autre chose en même temps. Que vous soyez ou pas d'accord avec ça, c'est majoritairement le cas visiblement et les contenus sont créés comme ça. C'est pour ça que vos contenus, surtout les films et téléfilms Netflix, sont pas bien parce qu'en fait, ils sont pas un médium visuel et narratif, ils sont un truc où tu dois rappeler constamment l'intrigue et du coup ça les rend moins bien quoi. Voilà, vous savez pourquoi. Mais c'est pas nouveau, ça se fait depuis toujours. Mais là avec Netflix, ça se fait encore plus. Ce qui est évidemment dommage et problématique d'après moi, mais ça vous connaissez mon avis. Et apparemment Arcane n'a pas attiré de joueurs de League of Legends et plein de gens ont trouvé ça décevant, mais au fait Riot et les gens qui travaillent dessus ont répondu. Ils font pas Arcane pour que les gens jouent à LoL. Limite, ils font LoL et des skins LoL pour que les gens créent Arcane. Et vu qu'ils ont plein de projets LoL en préparation, c'est un succès. Donc même si ça rapporte pas des gens sur LoL, le fait de créer des œuvres comme des séries comme Arcane rapporte de l'argent aussi. Donc c'est pas si grave au final. Creature Commandos a été renouvelé pour une deuxième saison. Yes, moi je kiffe la série. J'en parlerai évidemment la semaine prochaine lorsque la série aura fini sa diffusion. Mais j'ai hâte de voir la saison 2 parce qu'elle est mortelle. Andy Muschietti dit qu'il ne va pas travailler sur Batman bientôt. Vous savez, le réalisateur du Batman du DCU. Parce que c'est pas prêt, c'est pas prévu pour tout de suite. Et il va même peut-être faire un film avant de s'occuper de Batman. Moi je vous l'ai dit, Batman, ça sera pas avant 28-29 pour moi en termes de DCU, c'est sûr. Et c'est ok, on a vu beaucoup de Batman. Et si on parle de Batman évidemment, c'est de Batman 2 qui a été décalé d'octobre 26 à octobre 27. Écoutez, c'est toujours frustrant quand ça arrive, bien sûr, mais qui prennent leur temps. Moi, je suis vraiment de l'équipe de me dire, oui, une suite, ça prend du temps. Si tu as envie de créer une œuvre qui est une vraie suite, qui tombe pas dans la redite constante et qui est fascinante et bonne, ça prend du temps. On est habitué à avoir des suites tous les 2-3 ans, c'est une anomalie. Ce n'est pas normal. C'est rare que ce soit normal. La normalité, entre guillemets, c'est tous les 4, 5, 6, 7, 8 ans. En général, et surtout à l'époque, ça a beaucoup changé ces dernières années, mais les suites se faisaient rarement. Donc moi, s'ils veulent prendre leur temps pour faire le scénario, pour écrire la meilleure histoire possible et commencer le tournage apparemment en été 2025, pour une sortie un an et demi plus tard, c'est ok. C'est tout à fait normal, c'est pas choquant, ou même pour 2 ans plus tard, la sortie, on s'en fout. Peut-être ça sera 6 mois de tournage, on n'en sait rien. Enfin bref, c'est des choses qui prennent du temps et qui prennent leur temps. Aucun problème. Rusher l'art, c'est pas bien de manière générale, donc no stress. Et il y a des gens qui ont dit, ouais, c'est peut-être pour le raccorder au DCU et des choses comme ça. J'espère que non, et je pense que non. C'est très bien d'avoir 2 Batman qui existent en même temps sous la Warner. Il n'y a aucun problème. Qu'ils fassent le Batman de Pattinson, qu'ils fassent le Batman du DCU, c'est très bien. Apparemment, côté Electronic Arts, des discussions
discussions n'ont même pas été entamées pour faire un projet Dead Space 4, ce qui est dommage, je pense. Je pense que le monde du jeu vidéo a besoin d'un Dead Space, un shooter à la troisième personne dans l'espace, horrifique. Je sais qu'il y a eu Callisto Protocol et c'est les mêmes gens d'ailleurs qui ont proposé à EA de retravailler sur Dead Space parce que c'est eux qui ont bossé sur ceux d'avant. C'était pas le succès escompté pour le coup, il y a eu beaucoup de problèmes, mais Dead Space 4, je pense que le monde en a besoin, vraiment. Moi j'adore Dead Space, j'adore les deux premiers, le troisième est un peu nul, mais il était nul à cause d'EA, n'oublions pas ça. Et pour les sorties de la semaine, vous avez évidemment le Wallace et Gromit qui sort sur Netflix fin de semaine. J'ai hâte de le voir, mais il faut que je rattrape les autres films Wallace et Gromit, donc dès que je l'aurai fait, je le regarderai. Vous avez We Live in Time qui est sorti, et vous avez aussi Bird, deux films que je dois aller voir. Voilà, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Mettez-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de toutes ces actualités. Êtes-vous d'accord ou pas avec moi? J'ai envie d'avoir votre avis. Avant de quitter cette vidéo, pensez à utiliser le lien dans la description et dans le commentaire épinglé afin de débloquer toutes les plateformes de streaming en toute accessibilité, sécurité et avec beaucoup plus d'œuvres. Tout ça pour 2,03€ par mois plus 4 mois gratuits. Foncez sur l'offre. Pensez à vous abonner à la chaîne pour voir les prochaines vidéos. Mettez un j'aime, ça aide beaucoup la chaîne. Suivez-moi sur tous mes réseaux pour plus de contenu exclusif comme des formats courts ou des lives. Et moi, je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.